Une hausse de 50% de la demande mondiale de lithium fissure en silence un équilibre déjà fragile au Sahel. Dans une région qui ne fournit qu'environ 5% de ce minerai stratégique, cette poussée brutale ouvre un écart profond qui redéfinit progressivement les marges de manœuvre du Burkina Faso. Face à ce décalage persistant entre besoins industriels mondiaux et contrôle politique local, comment Ibrahim Traoré peut-il défendre une souveraineté réelle sans déclencher une nouvelle onde de choc régional? Au cœur de cette tension discrète mais cumulative, quelque chose est en train de basculer lentement. Dans un paysage sahélien déjà traversé par des pressions sécuritaires, économiques et narratives, la montée fulgurante de la demande mondiale de lithium introduit un niveau de fragilité supplémentaire que peu d'acteurs avaient pleinement anticipé. La promesse de cette analyse tient en 10 à 12 mots. Comprendre comment une tension minérale peut redéfinir la solidité institutionnelle d'un pays placé au cœur des recompositions régionales. Si l'écart entre potentiel géologique africain et production réelle demeure aussi marqué, les États sahéliens devront affronter un double risque: perdre le contrôle du récit qui encadre leurs décisions et voir leur marge d'action se réduire face à des acteurs extérieurs mieux organisés. Dans ce contexte, un micro-décalage institutionnel, parfois invisible dans le tumulte global, peut devenir le point de départ d'une réorientation majeure. La question n'est donc plus seulement d'évaluer une fluctuation du marché, mais de mesurer comment un choc silencieux se traduit en épreuve de souveraineté pour un pays souvent présenté comme périphérique. Un détail passé inaperçu révèle soudain une fracture plus vaste. La hausse de 50% de la demande mondiale de lithium en un an en a pas seulement déplacé un indicateur industriel, elle a mis à nu un déséquilibre structurel que les récits officiels contournaient depuis longtemps. Ce glissement discret, amplifié par la dissymétrie entre un continent qui ne produit qu'environ 5% du lithium mondial et un marché qui l'exige toujours davantage, explique pourquoi chaque décision institutionnelle burkinabé résonne aujourd'hui avec une intensité nouvelle. Dans cet espace mouvant, Ibrahim Traoré se retrouve projeté au cœur d'une dynamique qui dépasse largement la gestion d'un simple dossier administratif. La dissolution d'un organe électoral financé de l'extérieur, présenté à l'intérieur du pays, comme un ajustement technique destiné à réaffirmer la souveraineté institutionnelle, est devenu un révélateur inattendu. À l'instant où ce geste a été interprété par les observateurs internationaux comme un signe d'isolement, les lignes narratives se sont mises à diverger brutalement. Pour comprendre cette divergence, il faut replacer l'événement dans la profondeur historique du Sahel. Depuis des décennies, les chaînes d'approvisionnement internationales captent l'essentiel de la valeur des ressources extraites, laissant aux États producteurs une portion minimale des bénéfices. Cette architecture économique, profondément enracinée, a façonné un cadre implicite où les acteurs extérieurs déterminaient non seulement les flux matériels, mais aussi les récits qui accompagnent ces flux. Lorsque les autorités burkinabées réorientèrent la gestion institutionnelle vers des structures locales, l'édifice hérité se fissure, révélant des tensions longtemps tenues sous silence. En parallèle, les zones frontalières, notamment celles où se concentrent des minéraux critiques, deviennent l'espace où se matérialise la rencontre entre rivalité sécuritaire, ambition économique et stratégie d'influence. C'est là que l'on observe le mieux l'enchevêtrement entre souveraineté politique et compétition géoéconomique, un enchevêtrement rendu visible précisément parce que les équilibres anciens se délitent. Cette mini-révélation, née d'un geste administratif apparemment mineur, ouvre ainsi une fenêtre unique pour comprendre pourquoi les répercussions actuelles dépassent largement le seul Burkina Faso. Dans les bureaux modestes situés loin des centres décisionnels, les premiers signes tangibles de la transition apparaissent à travers le travail de jeunes administrateurs
burkinabés redécouvrant une fonction qu'ils pensaient figée. Longtemps cantonnés à appliquer des procédures conçues ailleurs, ils voient leurs responsabilités s'élargir au moment même où la recentralisation institutionnelle gagne en cohérence. Ce déplacement du pouvoir opérationnel transforme leur quotidien. Les marges d'initiative augmentent, les circuits de décision se raccourcissent et les échanges avec les structures centrales deviennent plus directs. Ces administrateurs, souvent en première ligne, face aux attentes locales, perçoivent immédiatement l'impact du repositionnement politique. Là où dominait une forme d'hésitation nourrie par des dépendances anciennes, une légitimité nouvelle s'installe progressivement. Elle reste fragile, mais elle modifie la manière dont les équipes de terrain interprètent les pressions croissantes autour des zones sensibles, notamment celles liées aux ressources critiques. Les choix effectués au sommet trouvent désormais un relais plus solide, capable de traduire l'intention politique en gestes concrets. Plus au nord, les équipes civiles chargées de la surveillance territoriale observent elles aussi une évolution notable. Les consignes nationales, mieux ancrées, leur permettent d'évaluer les tensions frontalières avec une grille de lecture plus cohérente. Cette réorientation renforce leur capacité à anticiper les mouvements autour des espaces stratégiques où s'entrecroisent intérêts sécuritaires et enjeux miniers. Lorsque ces trajectoires parallèles se synchronisent, un enseignement se dégage. La transition institutionnelle ne prend forme que lorsque les acteurs de proximité se sentent suffisamment outillés pour absorber le changement. Leur rôle devient alors indispensable pour comprendre comment une décision technique peut provoquer des effets durables à l'échelle nationale. Tout commence par un geste administratif, en apparence mineur. Tout part d'un geste administratif, en apparence mineur. La dissolution d'une commission électorale financée depuis l'extérieur. Le document circule, les chancelleries observent, les médias étrangers réagissent immédiatement. En quelques heures, le récit dominant se forme, les mots s'installent, les interprétations se figent. Puis, la tension atteint un point culminant. L'événement franchit une frontière invisible. Ce qui relevait d'un ajustement technique devient un marqueur politique. Ibrahim Traoré se retrouve au centre d'un cadrage qui échappe rapidement à l'intention initiale. Les commentateurs parlent d'un tournant. Les rapports s'accumulent. Les analyses se multiplient. La tension augmente. Chaque discours produit un écho plus fort que le précédent. Les acteurs internationaux ajustent leur message. Les diplomaties hésitent, puis convergent vers une lecture identique. Une inquiétude diffuse se transforme en certitude narrative. Au même moment, une dynamique interne prend forme. Les administrations locales reçoivent le signal comme une invitation à consolider leur structure. Les équipes de terrain réorganisent leurs priorités. Les zones frontalières deviennent l'espace où se matérialisent les nouvelles tensions. Les forces de sécurité observent les mouvements des groupes armés près des secteurs miniers. Les décisions centrales trouvent une résonance immédiate. Les perceptions locales changent. Le climat institutionnel se resserre. Ensuite, les répercussions se font sentir, par vagues successives. Les réactions extérieures ne tardent pas. Les institutions internationales revoient leurs partenariats. Certaines entreprises réévaluent leurs investissements. Les diplomates reformulent leurs messages. Le récit global glisse. Une onde lente traverse la région. Les pays voisins observent. Les modèles économiques liés aux ressources critiques se réajustent. Les zones frontalières avec le Mali restent sous pression. Sur le terrain, les conséquences prennent une forme plus concrète. Les citoyens suivent les débats. Les administrations locales adaptent leurs pratiques. Les équipes civiles renforcent leurs dispositifs de surveillance. Les groupes armés déplacent leurs zones d'influence. Les forces maliennes affrontent certains d'entre eux à proximité de secteurs stratégiques. Les réseaux économiques modifient leurs trajets habituels. L'ensemble crée un brouillard nouveau. Dans ce contexte, un double récit s'installe. Le premier, extérieur, décrit une dérive. Il circule vite
il se renforce. Le second, intérieur, évoque une réaffirmation. Il se construit lentement. Il met en avant un repositionnement institutionnel assumé. La coexistence des deux nourrit un décalage constant. Ce décalage façonne la perception des événements plus que le geste initial lui-même. Lorsque les effets s'additionnent, une conclusion provisoire apparaît. Aucune décision n'est neutre dans un Sahel sous tension. Chaque mouvement produit une série de signaux. Chaque signal redessine les marges d'action. Chaque interprétation crée une onde nouvelle. Et dans cette accumulation, la figure d'Ibrahim Traoré devient un repère malgré lui. Point de convergence d'un paysage qui se recompose. Un premier repère s'impose. L'Afrique ne représente qu'environ 5% de la production mondiale de lithium, alors même qu'elle possède des réserves stratégiques considérables. Un second repère apparaît lorsque la demande mondiale bondit de 50% en un an, créant un écart brutal entre potentiel géologique et capacité réelle de transformation. Ce hiatus révèle une dépendance structurelle longtemps ignorée, car il souligne l'incapacité du continent à convertir ses ressources en valeur économique durable. Un troisième repère frappe par son ampleur. Près de 200 milliards de dollars quittent chaque année le continent sous forme de matières premières brutes. Cette fuite de valeur exprime un mécanisme persistant où les chaînes industrielles extérieures captent les bénéfices essentiels. Elle rappelle surtout que l'écart entre extraction et transformation nourrit une vulnérabilité économique durable. Pour Ibrahim Traoré, ces trois chiffres ne constituent pas seulement des données techniques. Ils indiquent les frontières d'un système qui contraint les États sahéliens à opérer dans un cadre dessiné ailleurs. Le premier chiffre souligne la faiblesse structurelle d'un appareil productif dominé par des acteurs internationaux. Le second montre comment une pression extérieure peut révéler un déséquilibre profond que les discours institutionnels masquaient. Le troisième met en lumière l'ampleur des pertes économiques générées par des modèles fondés sur l'exportation brute. Sur le terrain, ces données acquièrent une dimension très concrète. Elles expliquent pourquoi les zones frontalières riches en minéraux critiques deviennent des espaces de confrontation où se superposent ambitions économiques, enjeux sécuritaires et stratégies d'influence. Les mouvements de groupes armés près de secteurs stratégiques s'inscrivent dans cette logique. Ils reflètent la valeur géoéconomique croissante d'un territoire longtemps considéré comme périphérique. Les forces maliennes, engagées dans plusieurs affrontements autour de points miniers sensibles, interprètent ces tensions à travers une grille où économie et sécurité ne peuvent plus être dissociées. Les institutions internationales, pour leur part, reconsidèrent leur partenariat à la lumière de ce triptyque chiffré. La hausse de 50% de la demande mondiale de lithium accentue les incertitudes sur les futures chaînes d'approvisionnement. La faiblesse structurelle de la production africaine crée un terrain propice aux interventions économiques extérieures. La fuite annuelle de valeur amplifie les débats sur la nécessité de rééquilibrer les modèles industriels. Dans ce contexte, les décisions nationales prennent un relief particulier. Les réformes engagées pour renforcer les structures institutionnelles locales visent à corriger un écart devenu impossible à ignorer. Le repositionnement administratif enclenché au Burkina Faso apparaît alors comme une tentative de répondre simultanément à une crise de souveraineté et à une distorsion économique globale. Les chiffres, souvent présentés comme neutres, jouent ici un rôle clé. Ils forment un prisme permettant de comprendre pourquoi chaque geste politique peut produire des répercussions régionales. Ils montrent surtout que le Sahel entre dans une phase où la valeur stratégique des ressources devient indissociable de la stabilité institutionnelle. Le premier argument, largement relayé dans les cercles internationaux, affirme que la présence extérieure constitue un rempart indispensable face à l'instabilité du Sahel. Selon cette lecture, les dispositifs militaires occidentaux, les programmes institutionnels financés par des partenaires étrangers et les mécanismes d'assistance technique forment une architecture sans laquelle les États sahéliens s'exposeraient à une fragilité accrue. Les partisans de cette position soulignent la complexité logistique des opérations,
la nature fragmentée des groupes armés actifs entre le Mali et le Burkina Faso, ainsi que la technicité des infrastructures nécessaires pour sécuriser des zones frontalières déjà saturées de tensions. L'argument inverse, défendu par de nombreuses voix africaines, met en avant une conclusion différente. Il soutient que la longue présence internationale n'a pas réduit les violences de manière significative et qu'elle a, au contraire, renforcé une dépendance structurelle. Les dispositifs institutionnels sponsorisés par l'extérieur sont perçus comme la prolongation d'un cadre hérité de périodes antérieures, maintenant les pays producteurs de ressources critiques dans une position subalterne. Dans cette perspective, la souveraineté institutionnelle devient un objectif prioritaire, particulièrement dans un contexte où les zones minières suscitent un intérêt croissant de la part d'acteurs puissants. Pour formuler une réponse solide à ces deux visions, il faut revenir aux repères déjà établis. La hausse de 50% de la demande mondiale de lithium crée une pression qui se répercute directement sur les régions disposant de réserves stratégiques. Le continent ne produit pourtant qu'environ 5% du lithium mondial, révélant un écart profond entre potentiel et réalité industrielle. Près de 200 milliards de dollars quittent chaque année l'Afrique sous forme de matières premières brutes, rappelant l'ampleur des pertes engendrées par des modèles économiques déséquilibrés. Ces éléments montrent que la question ne se réduit ni à la présence ni à l'absence d'acteurs extérieurs. Elle porte plutôt sur la capacité des États concernés à définir eux-mêmes les conditions de leur stabilité et de leur maîtrise économique dans un environnement global en recomposition. Dans le paysage sahélien, ce moment charnière ne prend pas la forme d'une rupture spectaculaire, mais d'un réalignement progressif, des perceptions qui modifient silencieusement l'équilibre du débat. Au cœur de cette transition, une articulation nouvelle apparaît. Les récits extérieurs, longtemps dominants, ne parviennent plus à contenir l'ensemble des dynamiques internes. Les discours sahéliens gagnent en cohérence, en ampleur, en continuité. C'est dans cet espace mouvant qu'Ibrahim Traoré devient un repère involontaire. Chaque décision institutionnelle qu'il incarne réorganise les grilles de lecture habituelles. Un geste administratif, une réorientation interne, une dissolution apparemment technique. Autant d'actes qui forcent les observateurs à reconsidérer leurs hypothèses. Ce déplacement progressif fissure les cadres interprétatifs hérités, offrant aux acteurs locaux un espace inédit pour réaffirmer la souveraineté narrative. Dans le même temps, les tensions frontalières amplifient cette bascule. Les forces maliennes engagées dans des zones sensibles, les intérêts extérieurs autour des ressources critiques, les rivalités économiques qui s'entrecroisent, tout contribue à renforcer le caractère stratégique des gestes politiques nationaux. Ainsi, le mi-parcours se dessine comme un moment où plusieurs trajectoires se croisent, révélant la portée profonde d'un changement qui semblait d'abord silencieux. À l'échelle nationale, voici ce que l'on observe. À l'échelle interne, les réformes institutionnelles réorientent progressivement la manière dont les administrations perçoivent leur propre rôle. Les structures locales, longtemps dépendantes de consignes externes, voient leur marge d'initiative s'élargir au fur et à mesure que la recentralisation administrative se consolide. Les citoyens observent ce repositionnement avec une attention nouvelle, car il redéfinit la portée concrète des décisions publiques. Le mi-parcours révélé précédemment trouve ici sa résolution. Le glissement des récits extérieurs permet aux dynamiques internes de s'imposer comme cadre de référence dominant. Pour la diaspora nationale, voici ce qui se dessine. Pour la diaspora burkinabé, la recomposition institutionnelle provoque un double mouvement. D'un côté, elle renforce la volonté de certains acteurs de soutenir une trajectoire plus souveraine, perçue comme une rupture avec des dépendances anciennes. De l'autre, elle alimente une prudence tangible face aux tensions diplomatiques susceptibles d'affecter les mobilités, les opportunités ou l'investissement. Les débats internes à la diaspora reflètent cette oscillation entre enthousiasme pour une reprise de contrôle et inquiétude quant aux répercussions extérieures. Ce positionnement complexe les place au cœur d'une fonction de médiation essentielle entre plusieurs univers narratifs. À l'échelle régionale, voici ce qui se joue. Dans l'espace sahélien,
les effets deviennent plus visibles encore. Les pays voisins, confrontés à des tensions similaires, observent attentivement le repositionnement burkinabé. Les zones frontalières, notamment celles situées près du Mali, concentrent une grande partie de l'attention, puisque les forces maliennes affrontent régulièrement des groupes armés près de secteurs stratégiques riches en minéraux critiques. Ces interactions révèlent l'enchevêtrement permanent entre économie, sécurité et influence géopolitique. L'exemple du Burkina Faso, associé à la trajectoire d'Ibrahim Traoré, circule ainsi comme un signal capable de redéfinir les équilibres régionaux, ouvrant la voie à des repositionnements potentiels dans d'autres États. À l'échelle mondiale, voici ce qui se réorganise. À l'international, la recomposition se manifeste par une reconfiguration des cadres interprétatifs habituels. Les puissances extérieures réévaluent leurs partenariats, conscientes que la hausse de 50% de la demande mondiale de lithium transforme chaque territoire stratégique en point d'attention majeur. Les entreprises impliquées dans les chaînes industrielles réajustent leurs modèles, anticipant des modifications dans l'accès aux ressources critiques. Les institutions internationales, souvent premières productrices de récits dominants, ajustent leur vocabulaire diplomatique face à la montée des dynamiques locales. Dans ce contexte, les décisions portées par Ibrahim Traoré deviennent, volontairement ou non, des marqueurs que chaque acteur réinterprète selon ses propres intérêts. À travers ces 4 niveaux, une structure cohérente apparaît. Les effets de la transition ne se limitent pas à une modification institutionnelle interne. Ils s'étendent, se diffusent et se transforment en une recomposition multiscalaire où chaque acteur, du citoyen aux entreprises mondiales, ajuste sa position. La résolution de la question ouverte au mi-parcours se dessine ici. Les dynamiques internes ne sont plus subordonnées aux récits extérieurs. Elles deviennent le moteur central de l'interprétation régionale et globale. Imaginons maintenant une trajectoire de rééquilibrage prudent. Dans cette trajectoire intermédiaire, les autorités poursuivent la recentralisation institutionnelle tout en conservant des canaux diplomatiques actifs afin de limiter les frictions extérieures. Les partenaires internationaux adoptent une posture d'observation, évitant une confrontation directe, mais maintenant une vigilance appuyée sur les évolutions locales. Les tensions frontalières persistent, en particulier autour des zones riches en minéraux critiques, mais restent contenues grâce à une coordination sécuritaire plus régulière. Les investissements se stabilisent sans progression notable, ce qui permet au pays de maintenir son fonctionnement administratif tout en renforçant lentement la maîtrise interne des décisions sensibles. L'équilibre demeure fragile, mais il devient praticable. Imaginons maintenant une trajectoire de souveraineté renforcée. Dans cette hypothèse, le repositionnement institutionnel inspire d'autres États sahéliens, créant un mouvement régional centré sur la souveraineté économique. Les administrations locales gagnent en efficacité, soutenues par des procédures clarifiées et une meilleure cohérence entre décisions nationales et exécution territoriale. Les accords miniers sont renégociés sur des bases plus équilibrées, ouvrant la voie à une redistribution accrue de la valeur créée. Sur les zones frontalières, une coordination renforcée entre pays voisins permet de réduire les tensions militaires, ce qui favorise un climat plus propice à l'investissement. Des améliorations tangibles apparaissent dans plusieurs secteurs, notamment dans les régions rurales, où les effets des décisions institutionnelles deviennent visibles. Imaginons maintenant une trajectoire de pression accrue. Dans cette issue défavorable, plusieurs puissances extérieures intensifient leurs interventions économiques ou diplomatiques pour préserver leurs intérêts stratégiques. Les tensions autour des zones minières maliennes augmentent, amplifiant le risque de dérapage militaire. Les investissements se contractent, mettant sous pression les équilibres sociaux internes. Les récits extérieurs se durcissent et accentuent la perception d'isolement, tandis que les marges de manœuvre nationales se rétrécissent. La transition institutionnelle s'enlise, fragmentée par des contraintes externes et un climat régional instable. Une recommandation de méthode s'impose.
Plutôt que de prédire lequel de ces scénarios prévaudra, il devient essentiel d'adopter une grille de lecture conditionnelle, identifier les signaux faibles, évaluer la cohérence des décisions institutionnelles et replacer chaque évolution dans l'articulation entre ressources critiques, sécurité régionale et souveraineté narrative. Pour de nombreux citoyens vivant sur le continent africain, les recompositions en cours résonnent bien au-delà des débats institutionnels. Les réformes engagées au Burkina Faso invitent à repenser la relation entre gouvernance et population, en rappelant que la stabilité repose aussi sur la capacité des communautés à se sentir impliquées dans les décisions qui structurent leur avenir. Ce recentrage ouvre un espace où les initiatives locales retrouvent une place que les dépendances anciennes avaient souvent réduite. Pour la diaspora burkinabé, ces transformations suscitent des émotions mêlées. D'un côté, l'aspiration à un modèle plus souverain nourrit un sentiment d'espoir, car elle semble répondre à des décennies de déséquilibres économiques et politiques. De l'autre, les tensions diplomatiques et la volatilité régionale génèrent une inquiétude légitime quant aux effets possibles sur les mobilités, l'investissement et les échanges transnationaux. Cette position intermédiaire fait de la diaspora un acteur essentiel dans la médiation entre récits locaux et perceptions globales. Pour les lecteurs extérieurs, l'évolution du Sahel constitue un rappel nécessaire. Les dynamiques africaines ne peuvent plus être interprétées uniquement à travers le prisme des intérêts extérieurs. La recomposition du paysage institutionnel burkinabé montre qu'un pays peut chercher à redéfinir les conditions de sa propre stabilité, même dans un environnement où pression sécuritaire, enjeux miniers et projections narratives s'entrecroisent. Dans cet ensemble, une question simple demeure. Comment participer à une compréhension plus nuancée de ces transitions? Deux pistes émergent chaque moment. D'abord, suivre des sources variées afin d'éviter les lectures trop univoques. Ensuite, replacer chaque événement dans une temporalité longue, ce qui permet de distinguer les évolutions structurelles des fluctuations conjoncturelles. Pour transformer une transition fragile en trajectoire durable, il faut une architecture d'action claire, articulée autour de leviers capables de réduire les pressions extérieures tout en renforçant la cohésion interne. Dans ce cadre mouvant, le rôle d'Ibrahim Traoré sert moins de point d'autorité que d'axe d'orientation pour une séquence où chaque décision doit produire des effets mesurables. D'abord, il faut ancrer la gouvernance locale. Les circuits administratifs doivent être recentrés vers les structures de proximité, avec des chaînes d'exécution capables de montrer des résultats dans un délai de 3 à 6 mois. Le critère d'évaluation repose sur la réactivité et la lisibilité des décisions publiques. Ensuite, il faut sécuriser les zones sensibles. Les frontières exposées, notamment celles proches des secteurs miniers, nécessitent une coordination opérationnelle renforcée. Les progrès se mesurant par la diminution des incidents et par la stabilisation des mouvements autour des espaces stratégiques. Puis, il faut rééquilibrer les partenariats économiques. Renégocier les accords liés aux ressources critiques permet d'augmenter la valeur ajoutée locale. L'objectif est observable à travers une hausse graduelle des revenus internes ou une réduction mesurable des sorties de matières brutes. Par ailleurs, il faut unifier le récit national. Clarifier les orientations internes réduit la vulnérabilité au cadrage extérieur. L'impact se mesure par la cohérence des communications institutionnelles et par la stabilité perçue dans les débats publics. Enfin, il faut consolider les alliances régionales. Une coopération accrue avec les pays voisins renforce la résilience du Sahel. Le suivi repose sur la fréquence des mécanismes de coordination et sur l'évolution des tensions frontalières. Ainsi se referme la question ouverte plus tôt. La maîtrise des scénarios dépend moins de leur probabilité que de la capacité à structurer l'action autour d'un horizon mesurable. Au terme de cette trajectoire, un détail souvent relégué à l'arrière-plan reprend toute son importance. Le rôle discret mais décisif des jeunes administrateurs évoqués plus tôt. Ce sont eux qui, dès les premiers ajustements institutionnels, ont porté sans éclat les gestes initiaux d'un changement encore fragile.
Leur constance relie les moments dispersés de la transition, offrant une continuité que les débats extérieurs ne parviennent jamais à restituer pleinement. Dans cet entrelacement de tensions géoéconomiques, de récits concurrents et de réformes successives, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un pivot solitaire que comme le point où convergent les efforts d'acteurs souvent invisibles. Les décisions qu'il incarne trouvent leur profondeur dans le travail quotidien de ceux qui assurent la survie des structures locales, malgré les incertitudes et les pressions multiples. Cette articulation rappelle que les transformations politiques ne prennent sens que lorsqu'elles s'enracinent dans des pratiques humaines durables. Et lorsque la poussière retombe, une vérité simple demeure. Le changement naît toujours de gestes silencieux. C'est dans cette persévérance discrète que réside la force réelle d'une transition, bien plus que dans les proclamations visibles. Les trajectoires individuelles et l'horizon collectif se rejoignent ici, donnant à cette séquence une profondeur inattendue. Au terme de cette exploration, une certitude se dégage. Les transformations observées ne relèvent pas seulement de jeux géopolitiques ou de repositionnement économique, mais d'un mouvement plus profond cherchant à redéfinir la manière dont les peuples veulent être représentés et gouvernés. Les dynamiques sahéliennes rappellent que chaque territoire porte son propre tempo, ses tensions, ses ressources et ses aspirations. Comprendre ce moment exige de dépasser les cadres d'analyse trop étroits et d'accueillir la diversité des voix qui l'habitent.